Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une marche à deux pour raconter son histoire et faire prendre conscience aux acteurs de la vie politique de la réalité des enfants placés sous l'aide sociale à l'enfance. C'est le projet dont on vous parle dans la première partie de cette émission grâce à l'association Les Oubliés de la République. Chaque année, les jeunes jurés du prix Liberté saluent le travail d'une organisation, d'une personne ou d'une association qui œuvre en faveur de la liberté. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur un homme, une chronique sous forme d'hommage au cinéaste Laurent Cantet, disparu la semaine dernière. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce drame à Châteauroux. Samedi soir, Mathis, un adolescent de 15 ans, a été poignardé en pleine rue. Par un autre jeune de 15 ans d'origine afghane qui avait été mis en examen le 22 avril pour vol aggravé avec violence. Il était également sous contrôle judiciaire. D'après les premiers témoignages, le matin même, Mathis aurait asséné un coup de poing au suspect après l'avoir qualifié de fils de Ben Laden, fils d'Afghan et l'incitant à retourner dans son pays. Des insultes que Mathis aurait proférées 2 semaines auparavant sans qu'on en connaisse pour l'instant les raisons. L'agresseur serait alors rentré chez lui, il aurait pris un couteau et ressorti en fin de journée, il a poignardé le jeune homme alors qu'il était en voiture avec des amis. La victime a pu faire quelques pas sur la chaussée pour s'enfuir, mais il a été rattrapé et touché par d'autres coups de couteau. Selon plusieurs témoins, la mère du suspect aurait également frappé Mathis alors qu'il était à terre, ce qu'elle a nié en garde à vue. Je vous propose d'écouter Manuel Valls, invité ce matin d'Europe 1, l'ancien Premier ministre qui appelle à des réponses extrêmement sévères. Ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés. C'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite, en prison et pour sa réinsertion, on peut le penser ainsi, mais la société demande un sursaut et une réponse très puissante de l'État, de la justice. Un sursaut, oui, mais sur le terrain, la réalité est bien plus complexe. Rudy Mana, qui est le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, était sur RMC ce matin. Il explique pourquoi il est si difficile de punir ces adolescents violents. Dès que nous avons un mineur de moins de 16 ans, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué pour les magistrats qui n'ont pas les moyens légaux de le faire. Il faut se dire les choses, de placer en détention ces jeunes-là parce que l'excuse de minorité, on peut la casser cette excuse de minorité entre 16 et 18 ans, mais en dessous de 16 ans, c'est difficile de le faire. Alors, je voudrais féliciter tous ces collègues policiers qui ont procédé rapidement à cette interpellation, mais imaginez l'aveu d'impuissance que nous avons à longueur de journée, parce que combien de mineurs on interpelle tous les jours. Vous savez, en 20 ans, la délinquance des mineurs a doublé en France. Donc on a affaire tous les jours à des gamins de 14, 15 ans, alors beaucoup aussi entre 16 et 18 ans. Et on se rend compte que malheureusement, les sanctions pénales n'aboutissent pas derrière. Il n'y a rien en fait contre ces individus, donc il y a un vrai sentiment d'impunité de ces gamins-là. La violence chez les mineurs qui a évidemment des conséquences aussi sur la vie des enseignants. Certains d'entre eux prennent des cours de self-défense. Exemple dans les Yvelines en région parisienne où un club de Krav Maga propose des cours gratuits au personnel éducatif du département. Awa est assistante d'éducation dans un collège. Elle se forme aux arts martiaux depuis plusieurs semaines. Ce qui s'est passé à Arras peut arriver ailleurs, donc il faut qu'on soit prêt. Pas vivre dans cette peur permanente de se dire qu'il va y avoir quelque chose, parce que ce ne serait pas faire évoluer les élèves dans un environnement sain non plus, mais c'est de se dire, ok, au cas où, les 2-3 petits réflexes que le coach nous a montrés peuvent nous sauver la vie tout simplement. Et face à l'engouement que suscitent ces cours gratuits, le club de Krav Maga en question a décidé de pérenniser son accompagnement des personnels éducatifs à partir de la rentrée de septembre.
Et d'un autre sujet, la contestation à Sciences Po, toujours au cœur de l'actualité. Le blocus est levé, mais les tensions restent vives. Oui, rappelez-vous, en fin de semaine dernière, plusieurs dizaines d'étudiants ont bloqué l'école pour protester contre la guerre à Gaza. Et pour faire cesser le mouvement, la direction s'est engagée à organiser un débat en interne et à suspendre les procédures disciplinaires qui visaient certains manifestants. Ancien élève et actuel enseignant à Sciences Po, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, affirme comprendre la mobilisation pour le peuple palestinien, mais il condamne les slogans antisémites et les agressions d'étudiants juifs. Vous savez, l'antisémitisme, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, si vous voulez, c'est la limite entre ce dont on peut débattre, les mouvements et puis ce qu'il y a derrière. Et ça, il faut faire très attention à ça. Dans une société aussi clivée, divisée, blessée que la société française, je le redis, le rassemblement, le dialogue, respecter les opinions des uns et des autres. Je comprends les étudiants qui sont heurtés par ce qui se passe à Gaza. Je comprends les étudiants juifs et autres d'ailleurs qui ont au cœur ce pogrom. Et quand même, il faut réapprendre à se parler sans débordement. Ça, c'est peut-être un slogan un peu cucu que je dis la praline, mais c'est comme ça. Et je pense que ça, c'est la clé. Et cet après-midi, la police est intervenue également à l'université de la Sorbonne à Paris pour évacuer une cinquantaine de militants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes à l'intérieur de l'établissement. Les autorités craignent un embrasement national, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis. Sur un tout autre sujet maintenant, selon l'OMS, la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans est devenue alarmante. 57% des jeunes de moins de 15 ans ont déjà bu de l'alcool au moins une fois et près de 40% en ont consommé au cours des 30 derniers jours. Environ un adolescent sur 10 a déjà été saoul au cours de sa vie. Ce sont des chiffres évidemment inquiétants. Et autre source d'inquiétude d'ailleurs, les jeunes filles boivent plus qu'auparavant. 40% des 11-15 ans ont dit avoir bu au moins une fois au cours des 30 derniers jours, contre 38% en 2022. Concernant les cigarettes électroniques particulièrement, l'OMS appelle à augmenter les taxes, à limiter les points de vente et la publicité et à bannir les agents aromatisants pour contrer cette tendance. Et on termine avec cette question. Que risquent les parents qui retirent leurs enfants de l'école pour profiter des ponts ? Bah oui, on a un joli mois de mai là qui s'annonce avec 2 semaines de ponts à rallonge et la tentation pour les parents, c'est effectivement de partir au soleil avec leurs enfants, donc de leur faire manquer quelques jours de classe. On se dit c'est pas très grave. Eh bien figurez-vous que dans ce genre de cas, il peut y avoir des sanctions. D'après le code de l'éducation, si un élève a 2 journées d'absence injustifiées dans le mois, ses parents peuvent recevoir un avertissement. Ils peuvent être convoqués par l'établissement et même recevoir une amende de 135 €. Et évidemment, les enseignants alertent sur la nécessité de laisser ses enfants en classe pour terminer le programme, surtout en cette fin d'année où il y a pour beaucoup le brevet et le bac. Merci beaucoup Loïc. Dans cette première partie d'émission, nous vous proposons de partir à la rencontre des oubliés de la République grâce à l'opération Chaque pas compte. Une marche en duo entre un politique et un ancien enfant placé à l'aide sociale à l'enfance, un ancien mineur isolé, une personne ayant connu la prostitution ou encore un sans-abri. On en parle avec nos invités tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Edmond-Mariette. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes une ancienne enfant placée, vous êtes membre du comité de vigilance pour la commission d'enquête Les oubliés de la République. On va en parler, c'est le thème de notre émission. Face à vous, Marion Canales, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Parti Socialiste. Les oubliés de la République, on s'est dit juste avant de démarrer, c'est un terme extrêmement fort. Vous vous êtes senti vous-même oublié par cette République, par les politiques ? Tout à fait. Alors, les oubliés de la République, c'est une organisation qui est composée de 4 parties, on va dire, de 4 thématiques. La première, donc les personnes qui sont sans domicile fixe, les personnes qui ont subi de la prostitution, les anciens enfants placés. 3 thèmes, excusez-moi. Et donc, ce sont des champs qui sont totalement transparents et qui deviennent invisibles aux yeux de la société. On tombe sous le coup de la précarité, on tombe sous le coup de toutes sortes de choses qui ne sont pas abordées aux yeux du grand public. Et souvent, les anciens enfants placés ne sont pas du tout
pris en charge comme il le devrait et comme il le faudrait. Vous êtes, Marion Canales, la marraine de Stéphanie Edmond-Mariette, ici présente. La marraine dans le cadre de ce projet des oubliés de la République, dans le cadre aussi de cette marche dont on va parler tout à l'heure. L'aide sociale à l'enfance, les enfants qui sont placés à la fois en famille, en foyer ou dans les hôtels, on va en parler dans cette première partie. C'est une situation absolument dramatique, délicate. Est-ce que c'est un sujet qui vous a touché particulièrement dans votre engagement politique ? Oui, moi ça m'a touché particulièrement parce qu'il y a vraiment un phénomène d'invisibilisation de ces publics, de ces enfants, des travailleurs sociaux aussi qui les accompagnent. Et aujourd'hui, moi en tant que parlementaire, depuis quelques mois, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de lois qui ont été faites, adoptées de manière transpartisane, mais, et c'est pour ça qu'on parle un peu des oubliés, elles ne sont pas mises en application aussi rapidement qu'elles le devraient. Je prends l'exemple de la loi Taquet, la dernière en date de 2022. On attend encore des décrets d'application. Encore 2 ans après le vote à l'unanimité de cette loi. Comment vous l'expliquez ? C'est pas normal. C'est pas normal, c'est justement parce que y a une sorte d'attentisme peut-être, de complexité du sujet, ça c'est sûr. Et c'est pas normal. C'est pas normal que on ait la réforme des retraites, le code de répression pénale des mineurs. Pour le coup, les décrets d'application sont pris en 3-4 mois. Et puis, sur un sujet de société aussi important que la protection des enfants, les décrets d'application ne sont pas pris. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on a, à plusieurs reprises, interpellé à l'Assemblée nationale ou au Sénat le gouvernement sur cette responsabilité. On parle davantage de répression que de prévention, selon vous ? Oui, moi, je trouve que... Je viens du Puy-de-Dôme. Blaise Pascal, qui est un philosophe qui est né dans le Puy-de-Dôme, a dit le propre de la puissance, c'est de protéger. Voilà. Et là, on a vraiment l'impression que le gouvernement a été plus prompt à réprimer qu'à protéger, puisque ces enfants méritent la protection. Il y a une loi, donc les parlementaires n'ont pas rien dit, rien fait. Aujourd'hui, il faut appliquer cette loi, il faut que cette loi elle soit mise en œuvre pour protéger les enfants et arrêter les morts dans les hôtels, parce que normalement, un enfant n'a pas à être placé dans un hôtel. Parlons-en justement de ces mineurs pour commencer, parce que vous l'avez détaillé, il y a 3 catégories effectivement d'oubliés de la République. Parlons des mineurs et de l'aide sociale à l'enfance. Elle concerne à peu près 310 000 mineurs aujourd'hui, donc 45% sont placés dans les familles, 40% en foyer et 10% à l'hôtel. Comment ça s'est passé pour vous, Stéphanie Edmond-Mariette ? Alors du coup, moi j'ai eu un parcours comme beaucoup d'enfants dans beaucoup de structures. Donc premièrement, je suis passée en famille d'accueil avec une séparation de fratrie. Donc pas évident d'être très douloureux. Dans une famille, à quel âge ? À 4 ans. Donc très jeune, ça a été vraiment une rupture sans préparation pour l'enfant. Donc très compliqué de comprendre. On a dû faire en sorte, j'ai dû faire en sorte de m'adapter très rapidement. Puis ensuite, sans suivi psychologique non plus ? Sans suivi psychologique, avec alors j'appelle pas ça un suivi psychologique, mais des rendez-vous de contrôle 1 fois par an pour voir si tout va bien et attester que l'enfant est dans un développement normal. Mais pas un soutien psychologique comme on pourrait l'attendre, vraiment adapté à l'enfant. Et ensuite, je suis partie en foyer et ensuite dans un appartement en semi-autonomie à l'âge de 16 ans. Alors attendez, j'aimerais qu'on fasse un premier point parce que quand on parle clairement d'hôtel. Est-ce que c'est la même chose, un appartement en semi-autonomie ? Alors non, c'est complètement différent. Un hôtel, ça va être un hôtel social où se retrouvent des enfants, mais pas que, d'autres types de personnes qui sont accompagnées, qui ont des problèmes d'addictologie ou qui sont sans abri. Donc les enfants sont vraiment mêlés à toute cette précarité. Mais alors là, c'est exactement ça pour le point. Excusez-moi, mais c'est ça que je ne comprends pas, il faut m'éclairer là-dessus. Comment on peut placer les enfants dans un hôtel donc complètement livrés à eux-mêmes alors qu'ils sont dans une situation souvent effectivement d'addictologie ? Justement, c'est pour ça que la loi Taquet a mis un terme, normalement. Le décret d'application a été pris suite au décès de la jeune fille dans le Puy-de-Dôme. L'interpellation d'une collègue députée et la mienne, il a été pris dans la nuit parce qu'il y avait trop de drames. Et il y a encore eu un drame récemment dans les Ardennes, une jeune fille est morte. Et c'est pas mis en application faute de place dans les structures, de familles d'accueil. Et aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en fait, le travail des travailleurs sociaux, il n'est ni valorisé, ni reconnu, ni même, du coup, adapté à l'immensité des missions qui sont les leurs. Et il y a très peu de reconnaissance. Il y a eu récemment une manifestation des travailleurs sociaux pour dire à quel point ils sont exclus du Ségur de la santé, ils n'ont pas été revalorisés, ils ne sont pas considérés. Et ça n'a ému personne, et personne n'était dans la rue pour défendre ces travailleurs. C'est la porte ouverte aussi aux raquettes et à la prostitution, ces hôtels ? C'est extrêmement
extrêmement dangereux pour les enfants qui y sont placés. Ils sont déjà seuls. C'est des enfants qui n'ont parfois pas les codes, enfin Stéphanie le dira mieux que moi, qui ont été de famille en famille pour certains, et qui sont des proies pour la prostitution, pour aussi tomber dans des marchés divers et variés illégaux. Totalement. Comment vous avez survécu à ça? Qu'est-ce qui a été votre point, Stéphanie, quand vous y étiez? Vous étiez à la fois à 4 ans famille d'accueil. C'est votre famille qui vous a soutenu aussi, ou c'était extrêmement difficile déjà à votre arrivée? C'était extrêmement difficile déjà. Alors je ne sais pas si on survit à... Alors c'est vraiment, on survit à ça. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye de vivre, on s'adapte. Du coup, on devient des personnes suradaptables. C'est une qualité, mais ça peut être un gros défaut. Et comme le disait très bien Marion, il y a des réseaux qui tournent autour. Quand j'étais en foyer, des hommes qui pouvaient tourner, des réseaux de prostitution. C'est vrai que moi, j'avais une ligne de conduite. Il fallait absolument que je m'en sorte. C'est aussi ça, la force des enfants placés, de certains qui arrivent à se dire il faut vraiment que je m'en sorte pour sortir de l'aide sociale à l'enfance. C'est quand même dur de dire ça, puisque c'est une aide. Normalement, on devrait remercier ça et on veut totalement en sortir. Donc moi, c'est ce qui m'a porté, c'est de me dire, je veux absolument m'en sortir et je m'en sortirai par moi-même. Ce qui est dramatique, c'est qu'on est quand même les enfants de la République qui devraient être exemplaires sur ces sujets. Pour le coup, ça l'est pas. Donc moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. J'ai des amis ou des filles avec qui j'étais en foyer qui... sont passés par des réseaux de prostitution, etc. Donc voilà, c'est... Votre détermination, c'est ce qui vous a guidé, mais en aucun cas, et c'est pour revenir à cette appellation des oubliés de la République, en aucun cas, vous vous êtes dit, c'est la France, c'est la République, c'est les politiques, tous ceux qui me gouvernent, qui vont m'aider aujourd'hui à aller d'avant. Non, du tout. On se retrouve à être seul, à ne pas avoir de soutien, donc en fait, à se détacher de cette République qui ne nous a pas aidés, au contraire. Donc il y a eu déjà le drame de la séparation familiale, quel qu'il en soit, ça c'est une réalité. Mais ensuite, il y a la violence de la prise en charge qui, elle, est complètement due à l'autorité, enfin la forme d'autorité. Et donc, quand on grandit, on se construit avec le fait de vouloir s'émanciper totalement. Donc plus avoir confiance en adultes ou en ceux qui nous gouvernent finalement, puisqu'on est les enfants de la République. La violence de la prise en charge dont vous parlez, pour bien qu'on comprenne la situation, c'est-à-dire que vous arrivez dans une famille d'accueil, vous avez 4 ans, vous êtes vraiment une petite fille qui évidemment est extrêmement triste de cette situation, je peux tout à fait l'imaginer, mais la famille d'accueil en face, elle vous accueille pour quelle raison? Elle vous accueille parce qu'elle a envie de vous aider, clairement, parce qu'il y a une compensation financière. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, plusieurs choses. Alors, effectivement, il y a une compensation financière et ça... Alors, il y a des familles d'accueil qui sont très bien. Moi, dans ma famille d'accueil, je l'ai ressenti, cette compensation financière. C'est-à-dire qu'on nous disait à chaque fois, ça coûte cher, ça a été pris en charge à tel niveau, donc ça, tu n'auras pas. Voilà, ça, tu n'auras pas. Et est-ce qu'ils faisaient la même chose avec aussi les frères et sœurs, enfin, les demi-frères, demi-sœurs, si je puis dire, de la famille en question? Alors, pour les enfants de la famille en question, non. C'était 2 poids, 2 mesures. On ne mangeait pas la même chose, on n'avait pas la même vie, la même éducation, on ne faisait pas les mêmes choses et on n'avait pas les mêmes mots à dire. C'est-à-dire que le sport, il fallait que ce soit au plus pratique. Par exemple, on a eu la chance d'en faire. C'est de la chance, du coup, par rapport aux autres enfants. Mais voilà, il fallait que ce soit au plus pratique, etc. Disons qu'il y a cette compensation financière qui est juste. Mais moi, à mon sens, ma famille d'accueil n'était pas assez formée pour prendre en charge des enfants. C'est surtout ça, en fait. C'est la formation de ces familles qui n'est pas au niveau. Oui, la formation, vous voulez en dire un mot? Ouais, je crois qu'il y a un vrai sujet, évidemment. Il y a des familles d'accueil qui vont très bien accueillir des enfants, d'autres dans lesquelles se passent des drames, et c'est souvent celles-ci que l'on pointe du doigt. Aujourd'hui, les départements, elles font face à un vrai problème d'attractivité de ce type d'emploi, parce que c'est un emploi, puisque c'est indemnisé, parce que faute de formation, et les familles d'accueil sont en train de vieillir, et on est face quand même à un mur qui va nous arriver très prochainement, où
les familles d'accueil vont finir par partir à la retraite. Il y a beaucoup moins de jeunes familles d'accueil parce que les vies sont plus compliquées, parce que les familles aussi se séparent, les couples aujourd'hui se séparent, que c'est très compliqué. Il faut aujourd'hui revoir un peu tout ça, mieux former les familles psychologiquement. Stéphanie l'a dit, il y a un vrai enjeu de psychologie de tous côtés. Et puis aussi mettre en place le tiers de confiance dont parlait Adrien Taquet dans sa loi. Ça a été long. Il faut mettre en place aussi, redonner confiance. Il y a des pays dans lesquels les enfants sont placés en majeure partie à 60% dans une partie de leur famille. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France parce que pour X raisons et qu'il faudrait réinvestiguer et que la loi de 2022 avait pointé du doigt et la loi Rossignol aussi. Alors, redonner une voix aussi, effectivement, libérer la parole, une considération, vous l'avez dit, ce problème de confiance en soi, c'est aussi l'objectif des Oubliés de la République et de ce dispositif Chaque pas compte. Chaque pas compte, c'est un dispositif, vous avez participé, hein, c'est ça, toutes les deux, effectivement. C'est une marche qui... Enfin, racontez-moi, je préfère que vous dans vos mots. Une marche que vous faites en duo pour pouvoir échanger. Ouais, c'est ça en fait. Les Oubliés de la République m'ont contactée. Moi, je commençais à travailler sur les enjeux de la protection de l'enfance. Donc, Stéphanie l'a dit, il y a 3 thématiques, si j'ose dire, en tout cas 3 possibilités. Donc, j'ai proposé de rencontrer une personne issue de l'aide sociale à l'enfance. Donc, avec Stéphanie, on s'est vus une première fois. Et nous, on travaille en tant que parlementaire. Moi, je ne suis pas issue de l'aide sociale à l'enfance. D'autres collègues le sont. Je ne suis pas un travailleur social. L'objectif, c'était de voir avec elle, de confronter nos histoires en fait. Et aujourd'hui, elle l'a un tout petit peu dit, mais le sujet de la santé des enfants placés, il est vraiment à prendre à bras le corps parce que on fait face à 2 problématiques. La santé, d'une manière générale des Français, l'état de l'hôpital, l'état de notre psychiatrie enfance, l'état vraiment de ce sujet-là, et l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, ces enfants, ils ont une espérance de vie qui est quand même de presque de 15 ans de moins que la population. Il y a un suivi de la santé mentale qui n'est pas fait, il y a un suivi des familles qui n'est pas fait, et c'est vraiment un sujet sur lequel je veux travailler, et on en a longuement parlé lors de notre premier échange, et on apprend toutes les deux la défiance vis-à-vis du politique, que Stéphanie peut ressentir, et puis moi, mieux connaître la réalité, et pas simplement des études que je lis fort volontiers, mais rien ne vaut le ressenti, même si ce n'est qu'un ressenti parmi d'autres. Parce que le principe, je le rappelle, donc c'est des responsables politiques, hein, finalement, qui s'engagent à faire une marche, mais régulièrement, à effectuer régulièrement une marche, des promenades d'au moins 30 minutes avec la même personne oubliée, on l'appelle comme ça. Vous n'êtes pas oubliée sur notre plateau, bien au contraire, Stéphanie Edmond-Mariette. Quelle perception vous avez eue immédiatement en rencontrant Marion Canales? Parce que vous saviez que vous allez rencontrer quelqu'un, un politique, effectivement, qui allait s'intéresser à ce sujet. Mais quelle était votre idée, ou peut-être préjugé, si je peux me permettre? Alors, avant de rencontrer Marion, bien sûr, je me suis dit que ça allait être une mainte initiative qui allait peut-être faire pleurer. Ça allait s'arrêter là, finalement. Mais comme toujours, en fait, rester oublié, voilà, en fait. Exactement, rester oublié, ne pas comprendre les enjeux, vraiment, parce que derrière les chiffres, il y a des vraies vies, il y a des vraies personnes. Enfin, moi, j'en ai fait les frais auprès de mon frère qui a souffert de santé mentale et qui n'est plus là, lié à sa vie en protection de l'enfance. Et donc je me suis dit, bon, est-ce que je vais réussir à sensibiliser une personne qui, au contraire, voudrait dire, non, nous on a fait ça, montrer des chiffres d'évolution, de positivité, alors qu'il y a des drames derrière. Finalement, quand j'ai rencontré Marion, qui déjà, de par son initiative de me rencontrer, était intéressée par le sujet, mais en plus qui s'investit vraiment dans la protection de l'enfance et dans le changement et l'évolution des lois, la confiance est venue et j'ai pu parler librement de ce que j'ai vécu et donner mon point de vue, en tout cas, de ce que j'ai vécu. Virginie Lanlot, la députée, dit qu'effectivement, ce qui est essentiel, c'est garder les pieds sur terre. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi, Marion Canales? Oui, parce que forcément, il y a quand même une part d'émotion quand on rencontre quelqu'un, en l'occurrence Stéphanie, quelqu'un qui se livre. Parce que c'est aussi ça, c'est pouvoir... moi, je me suis posé la question, est-ce que la personne en face, je vais avoir une écoute suffisante pour qu'elle me raconte? Parce qu'on arrive, on raconte sa vie à un inconnu. On était 2 inconnus et on était volontaires. Donc, je le savais qu'en face, j'aurais quelqu'un qui se livrerait, mais il y a tous ceux qui ne diront jamais rien. Après, c'est une expérience, et en tant que parlementaire, il faut aussi il faut pas faire des lois émotion, jamais.
parce qu'on est marqué par tous les événements qu'on lit, que l'on entend, mais il faut savoir rassembler pour se dire où est-ce que je vais m'investir en priorité, parce que ce sujet est tellement vaste, parce que, si j'ose dire, ça déconne à tous les étages. Ça déconne au niveau des moyens dans les départements. Les départements font sans doute ce qu'ils peuvent, mais en fonction des territoires, c'est pas les mêmes investissements, et ça déconne aussi au niveau de la santé. Et ce que je disais à Stéphanie en préambule, c'est que moi, je me suis dit, il y a vraiment un problème, il faut résoudre les sujets les uns après les autres, mais il y a vraiment un problème de suivi de santé et de santé mentale de ces enfants qui, en plus de tout, de la précarité, des vulnérabilités, doivent gérer tout seuls, et elle l'a dit, ils se sortent tout seuls quasiment des problèmes de santé mentale, d'addiction parfois, et tout ceci est lié avec l'état de la santé mentale en France. Donc voilà, moi, ça m'a fait beaucoup progresser là-dessus. Elle l'a dit, derrière chaque histoire, il y a des vies, en fait. Et elle l'a dit, les fratries qui sont séparées, c'est le début des problèmes aussi pour eux. Et les pouponnières dans lesquelles sont placés tous les tout petits bébés, on l'a dit, syndrome de l'hospitalisme très important, parce qu'on sait, les 1000 jours, on en a beaucoup parlé, le gouvernement en a parlé. Les 1000 jours pour les enfants placés, c'est quoi? Ces 1000 premiers jours, c'est là où tout se joue sur la santé et la santé mentale. On parle évidemment d'aide sociale à l'enfance avec vous, Stéphanie Edmond-Mariette, mais il y a aussi, et on l'a dit, tous ceux qui sont sans abri, ces enfants aussi qui sont prostitués, et puis aussi ces adultes qui ont fini par se prostituer et ne plus avoir de vie, se sentir aussi oubliés. C'est une façon de libérer la parole. En dehors de ces marches qui sont faites à deux, il y a aussi des ateliers d'écriture pour pouvoir favoriser l'art oratoire. Est-ce que vous avez participé à cela? Oui, totalement. Avec Marine, et d'ailleurs je l'en remercie, on a participé à ça, parce que c'est vrai que quand on vit ce genre de choses, on a tendance à ne pas en parler, à mettre des couvertures et se dire on va y arriver seul, ça va aller. Puis il y a un sentiment de honte, en fait, de culpabilisation forte à être sans abri, à être prostituée ou à être enfant placé. Du coup, ces ateliers d'écriture, ils nous ont fait beaucoup de bien. Le fait d'écrire sa vie, ça permet de se libérer et ensuite de pouvoir le dire, lire ce qu'on a écrit. Je crois que c'est le plus dur, mais en tout cas, ça libère pas mal ce qu'on a sur le cœur. Ouais. On dit oui, pas mal de politique, mais pas assez à mon goût, si je peux me permettre. Mais enfin, en tout cas, je vois qu'Isabelle Santiago, Prisca Thévenot, Boris Vallaud, Frédéric Mathieu, Annie Vidal, Elisa Martin, Elsa Fossillon, d'autres, ou aussi Perrine Goulet, par exemple, de Renaissance. On dit oui, effectivement, à cette marche à deux. Mais est-ce que vous sentez que tous les politiques sont réceptifs à cette belle idée? Non, tout le monde ne doit pas être réceptif. Après, je ne suis pas là pour faire la leçon à mes collègues. J'aimerais qu'on soit un peu plus nombreux, parce que je pense qu'on est tous touchés dans nos départements par des travailleurs sociaux qui travaillent dans des collectivités. Et notamment, nous, en tant que sénateurs, on est la chambre des collectivités, des départements. Les départements, c'est une des principales prérogatives que la protection de l'enfance et l'aide sociale, d'une manière générale. Et je pense qu'on devrait mieux connaître, en tout cas, les difficultés de ces personnes bénéficiaires ou pas, mais en tout cas pour mieux appréhender comment on construit avec les élus locaux des politiques qui sont un peu plus adaptées, quitte à déconstruire parfois ce qu'on a toujours reproduit en se disant que ce sont des dispositifs. En fait, on parle de dispositifs. Moi, j'ai voulu me mettre du côté du bénéficiaire, ou en tout cas de la personne qui reçoit ce dispositif. Stéphanie l'a dit, elle a senti une maltraitance institutionnelle qui n'est évidemment pas une volonté politique, ni des présidents de département, ni des élus locaux qui ne sont là que pour essayer d'améliorer les choses. Donc c'est pour ça que moi, ma démarche, elle était nourrie de volonté d'améliorer la vision du bénéficiaire pour améliorer la politique publique. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau du Grand JT L'Éducation pour nous parler évidemment de ces oubliés de la République et de ce dispositif Chaque pas compte. Merci Stéphanie Edmond-Mariette d'avoir été avec nous sur ce plateau, ainsi que vous, Madame la sénatrice Marion Canales. Merci beaucoup d'avoir été là. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Fiona Schnell. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Merci d'être avec nous sur le plateau du Grand JT, ainsi que Fantine Berle. Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes lycéenne, vous avez 16 ans et vous êtes membre du jury international du prix Liberté 2024, un prix dont on va parler tout de suite. Il a été créé par la région Normandie en 2019 en partenariat avec l'institut dont on parle, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, et aussi avec la région Normandie, afin de mettre à l'honneur chaque année dans le monde une personne ou un organisme engagé dans un combat en faveur de la liberté. Vous accompagnez des classes allant de la 3e au BTS, toutes filières confondues autour de ce dispositif. Alors, j'aimerais savoir si c'est plus compliqué aujourd'hui ou pas de parler de cette notion de liberté, Fiona Schnell. Oui, c'est plus compliqué aujourd'hui. Le prix a 6 ans maintenant, et entre la première année et cette 6e année, on sent les choses évoluer. Alors la méthode qu'on utilise est une méthode inspirée du Conseil de l'Europe, une méthode d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté démocratique qui permet de libérer la parole des jeunes tout en étant cadré, accompagné, soutenu. Mais on sent que le discours a changé, a évolué. Les questions de liberté, de démocratie, de droit, d'engagement également ne sont plus les mêmes. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez également, Fantine Berle? Alors oui, aujourd'hui c'est plus difficile certes de parler de la liberté. Maintenant, je trouve que les jeunes en général ont tendance malheureusement à de moins en moins s'intéresser, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ces expériences, de participer à ces expériences. Et le prix Liberté est vraiment une expérience novatrice, justement, dans ce cadre, je trouve. Quand vous dites qu'ils ont moins la possibilité de s'intéresser, c'est-à-dire s'intéresser à cette notion de liberté ou à une remise de prix dont vous parlez? Je crois que les jeunes, malheureusement, se sentent de moins en moins concernés, mais que justement, on essaye justement, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui font en sorte que les jeunes s'intéressent de plus en plus. Alors, vous disiez, Fiona Schnell, ils sont encadrés, c'est une structure, hein, c'est une sorte de cocon pour pouvoir justement faire émaner des discussions, j'imagine des échanges. Comment ça se passe? Qui les encadre? Alors, ce sont des équipes de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix qui encadrent les jeunes dans leurs réflexions afin justement de les accompagner à la prise de parole, à la réflexion, et pour que finalement ils se rendent compte par eux-mêmes des droits, des enjeux de démocratie et de liberté. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est fait sur le moyen terme par des professionnels de la pédagogie des droits de l'homme, mais également par les enseignants qui sont toujours aussi impliqués dans les activités de l'Institut sur le prix Liberté. Donc les enseignants et l'équipe de l'Institut travaillent de concert pour essayer de développer et de façon très concrète d'accompagner ces jeunes dans cette réflexion sur ces notions par l'apprentissage, mais aussi par des choses très concrètes comme la recherche documentaire, la liberté, l'expression orale, l'écriture, ce genre d'activités. Donc c'est une notion transversale finalement qui est étudiée, Fantine Berle aussi, puisque vous êtes lycéenne, je le rappelle, hein, vous avez 16 ans. C'est une notion qui a été étudiée aussi, par exemple, en littérature, en histoire-géographie ou en cours d'éducation morale et civique. Oui, c'est une notion qui est vraiment étudiée dans tous les cours. Ça va être étudié dans les cours de français, aussi bien que dans des cours de philosophie, mais aussi dans des cours avec maintenant le nouveau bac, les cours d'AGGSP dont je fais partie. C'est vraiment une notion qui va être qui va traverser tous les cours et qui va être très intéressante en tout cas, je trouve, parce qu'elle peut se lire sous différents angles. Alors, quels critères sont pris en compte justement lors de la sélection des lauréats pour ce prix Liberté? Qui veut répondre? Fiona, peut-être? Alors, je vais commencer à répondre et puis je vais laisser Fantine finir. La sélection se fait sur toutes les candidatures qui ont été reçues par les jeunes pendant tout l'automne. Cette année, on a compté plus de 550 candidatures potentielles. Et pendant une semaine, un jury international va se rassembler et réfléchir ensemble aux critères qu'ils vont choisir de mettre en évidence pour justement faire une sélection pour arriver à la fin de la semaine à 3 personnalités, organisations qu'ils souhaitent mettre en avant pour ce prix Liberté. Donc c'est une
une semaine d'un travail très intense de la part de 24 jeunes qui viennent du monde entier et dont Fantine a fait partie et justement qui a permis et qui permet ce choix. Mais je vais laisser Fantine un peu compléter sur son expérience. Oui, alors justement, quelle expérience pour vous, Fantine? Comment ça s'est passé? Comment vous arrivez à décider? Quelles sont les discussions qui sont faites entre vous? Parce que je crois que vous êtes combien? Je vois plusieurs jeunes. Combien de jeunes composé de 24 jeunes, ce jury? Oui, alors c'est vraiment une expérience incroyable et je dirais même hors norme, avec une méthodologie qui est vraiment totalement, enfin qui est particulière et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc pendant une semaine, on va se réunir tous ensemble, on va vivre au quotidien ensemble puisque on est dans un internat ensemble, on discute toujours des mêmes sujets, on réfléchit constamment en fait à ce tri donc qui doit être fait entre les différents candidats. Et on va d'abord apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, à s'écouter. Et ensuite, on va faire le tri d'une manière... Alors, c'est compliqué de dire faire le tri, parce que tous les candidats sont géniaux, et c'est très difficile, mais on va utiliser des méthodes qui sont très pédagogiques, en fait. On va travailler, par exemple, ce qu'on appelle le face au mur. Donc, un système de gommettes où on va avoir tous les candidats, les fiches des candidats face au mur. Et on va devoir mettre les gommettes sur ceux que selon nous on préfère éliminer ou ceux qui sont nos coups de cœur, par exemple. Et ainsi, tout le monde peut donner son avis, peut étudier ensemble. Ensuite, il va y avoir des travaux par groupe. Il va y avoir énormément de discussions et énormément d'écoute, en fait. C'est aussi un travail d'apprendre à écouter, à discuter et à faire converger et diverger les différentes idées. Combien de pays participent? Alors, il y a 6 personnes venant de Normandie, oui. 6 personnes de France, de France en général, donc les autres régions, et le reste, c'est des internationaux, si je ne me trompe pas. Oui. Et pour tous les appels à candidature que vous avez faits, j'imagine que, puisque c'est un projet mondial, il y a plusieurs pays qui participent. Je crois voir un chiffre passé de 18, c'est bien ça, Fiona Schnell ? Exactement, sur l'appel à proposition, vous avez plus de 18 pays qui participent à l'appel à proposition. Ensuite, dans le jury, on essaye toujours d'avoir la moitié des membres qui sont français et la moitié qui sont étrangers. Donc ça fait quand même une grosse proportion. Et ensuite, sur le vote, on a également un pourcentage de votants qui ne viennent pas de France et qui ne sont pas français et qui s'élève à plus de 30%. Donc on est sur un prix vraiment international. Voilà. D'ailleurs, je me permets de compléter juste sur les enseignements qui peuvent être utiles. Les enseignements de langue nous permettent également de travailler ce prix, puisqu'il est décliné dans différentes langues. Bien sûr, 18 pays, on imagine que ce sont beaucoup de discussions, vous l'avez dit, plus de 550 propositions de candidature, donc autant de projets absolument fantastiques autour justement de la liberté, de cette notion de liberté qui est primordiale. Ça veut dire aussi beaucoup d'échanges qui sont essentiels aujourd'hui sur l'histoire, sur le savoir, sur ce qui s'est passé en fait dans beaucoup de pays, puisque la liberté est souvent relative à l'histoire. Tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs discussions et plusieurs temps forts de travaux qui sont menés sur les questions de mémoire, d'histoire, à la fois sur l'aspect mémoriel, bien sûr, de la Normandie. Alors cette année en particulier, avec l'anniversaire du 80e anniversaire du débarquement, il y a un aspect mémoriel qui est d'autant plus impactant. Mais de façon générale, il y a un travail historique sur une grande partie des conflits, des situations géopolitiques, puisque la plupart des personnalités qui vont être nommées ou au moins qui vont être proposées au prix Liberté sont des personnes qui évoluent dans des environnements qui sont touchés à un moment donné par des conflits. Donc ça permet de travailler avec les jeunes les questions historiques liées aux conflits dans le monde, que ce soit en Europe ou dans les différents territoires. Donc c'est très intéressant cet aspect également plutôt géopolitique. Plus que jamais avec effectivement ce que l'on vit aujourd'hui dans le monde entier, cette notion liée aux droits de l'homme et à la liberté, bien entendu, une façon de rappeler l'importance de la liberté aujourd'hui. Beaucoup de discussions dans les lycées. Très nombreuses.
Alors, je ne sais pas si Fantine veut répondre, mais on a des discussions très nombreuses. Il s'avère que pendant toute cette période de vote, qui va bientôt toucher à sa fin, nous organisons des événements avec les jeunes, dans les lycées, dans des lieux publics, pour justement sensibiliser à la démocratie, aux droits de l'homme, mais aussi pour aider les jeunes à voter pour les 3 nommés. Et cette année, nous avons des nommés qui viennent de situations politiques dans le monde très complexes. Et ça nous permet vraiment de voir que les jeunes sont extrêmement intéressés et veulent en savoir plus en permanence. Et c'est ce qui est positif. Je vois effectivement autant de projets. Je vois effectivement un jeune journaliste palestinien. Je vois aussi une enfant dont le père a été arrêté en Syrie pour ses oppositions au régime syrien. Je vois effectivement une figure de l'opposition biélorusse qui est très engagée dans la lutte contre l'oppression politique. Effectivement, autant de sujets dont vous avez dû parler dans les lycées pour parler aussi du droit des femmes, du droit des enfants, des droits de l'homme de manière générale. Malheureusement, le temps nous manque pour parler de ça, mais les votes sont clos demain et je crois qu'il y a des délibérations en juin. C'est bien cela, Fantine? Alors, les votes prennent fin demain. Oui. Et les votes ont bien lieu la remise a bien lieu en juin et les votes sont en effet clos demain. Je serai présente à la cérémonie ainsi que les autres membres du jury et j'espère les retrouver et assister donc à cette cérémonie en juin, cette merveilleuse cérémonie. Cérémonie pour le prix Liberté 2024 en juin. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Fiona Schnell, directrice générale de l'Institut national des droits de l'homme et de la paix, et Fantine Berne, lycéenne de 16 ans et membre du jury également. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de ce prix. Merci. Merci. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous vouliez rendre hommage à un cinéaste qui nous a quittés jeudi, emporté par la maladie. Il fut un observateur très aiguisé de l'école et de la jeunesse. Laurent Cantet avait 63 ans, réalisateur, scénariste. Il avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 avec Entre les murs. Vous savez, c'est ce film mi-documentaire, mi-fiction qui explore le quotidien d'une classe de collège dans le 20e arrondissement de Paris. C'est une adaptation du roman du même nom, écrit par François Bégodeau, qui raconte son vécu comme enseignant dans un quartier prioritaire et il joue d'ailleurs son propre rôle dans le film. Entre les murs, c'est le plus gros succès au cinéma de Laurent Cantet, plus d'1 500 000 entrées. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, et c'est pas bien, voici quelques images. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba. Fus. Fus? Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? Je dirais, il fallu que je sois Fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Et Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec elle. Arrête, ne touche pas, je te pas touché. Magnifique film. Alors, j'allais vous poser la question, pourquoi il a eu tant de succès? Mais enfin, bon, on le voit, c'est tellement malin, c'est tellement intelligent. Oui, mais aussi parce qu'en fait, c'était une proposition très couillue à l'époque. Pardonnez-moi l'expression, mais des films sur l'école, il y en a vu beaucoup dans les années 70 jusqu'aux années 2000, mais c'était surtout des comédies. C'était traité un peu sur le mode badin. Et pour la première fois, là, on est plongé dans le quotidien d'une vraie classe avec ce parti pris du cinéma-réalité. Et toute la patte, évidemment, de Laurent Cantet, c'est de poser un regard tendre à la fois sur les enseignants, mais aussi sur les élèves. C'était pas toujours le cas. Eh ben, c'est pas toujours facile, surtout parce que on le voit bien, ils sont insolents, ils sont outranciers, ils sont vifs aussi. Ils sont vifs, oui, mais ils sont aussi un peu irrespectueux. Et c'est vrai qu'il y a toujours quand même ce regard tendre sur à la fois les profs et les élèves, avec aussi cette caméra, cette réalisation qui sait toujours rester à sa place. Et ça, c'est très important parce qu'elle nous donne à voir ce qu'est la réalité de l'école avec tout ce qui se joue de positif et de négatif sans nous proposer finalement un jugement à donner. Laurent Cantet disait d'ailleurs de ce film, je le cite, « De plus en plus de gens
parle de sanctuariser l'école. Je voulais au contraire la montrer comme une caisse de résonance, un lieu traversé par les turbulences du monde, un microcosme où se jouent très concrètement les questions d'égalité ou d'inégalité des chances, de travail et de pouvoir, d'intégration culturelle et sociale, d'exclusion. Et celle, d'ailleurs, qui définit parfaitement le cinéma de Laurent Cantet, eh bien, c'est Caroline Benjos, c'est la productrice du film Entre les murs, et elle était l'invitée de France Culture vendredi. Son cinéma ne jugeait pas, n'était pas péremptoire. Il ne se situait pas du côté du bien, pas du côté du mal. Il était dans les interstices, dans toutes ces zones de gris que la pensée a désertées. Et du coup, c'est sûr que les gens se disaient « mais où est-il » alors qu'en réalité, sa pensée était au bon endroit, qui était celle d'une très très grande liberté et d'une très grande attention à l'ambiguïté et à la complexité du monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, Loïc, comment c'est monté justement Entre les murs? Oui, il y a une co-construction en fait avec les élèves qui sont dans le film. Il y avait une trame, un scénario global, mais Laurent Cantet a très vite voulu laisser vivre ce qu'il se passait réellement dans le collège avec ce côté observateur plus que metteur en scène. Et un an avant le tournage, il y a eu des ateliers de théâtre, d'improvisation qui se sont mis en place chaque mercredi après-midi pour tous les élèves de 4e et de 3e. Les enseignants qui sont dans le film sont les vrais enseignants du collège où ça a été tourné, la CPE aussi, le principal adjoint également, les parents, tous jouent leur propre rôle. Alors, il y a donc Entre les murs, mais en tout, il y a 8 longs métrages, dont certains parlent de la jeunesse et du monde du travail. Son tout premier film s'appelle Ressources humaines. C'est avec Djalil Lesper, sorti en 2000. Et il met en scène un jeune homme fraîchement diplômé d'une école de commerce qui fait un stage dans l'usine où son père travaille comme ouvrier. Et au cours de ce stage, il se rend compte qu'il y a un plan de licenciement qui menace l'entreprise. Ça, c'est quand même César du meilleur premier film en 2001 pour Laurent Cantet. Et César du meilleur espoir masculin pour Djalil Lesper. Et je voulais aussi citer ce film qui s'appelle L'Atelier, sorti en 2017 avec Marina Foïs, qui joue une romancière reconnue qui anime des ateliers d'écriture pour des jeunes en insertion. Et elle va rencontrer Antoine, un adolescent paumé, très attirée par les thèses d'extrême droite, la violence, et elle va le prendre sous son aile. Et là encore, en fait, ça résonne incroyablement avec ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a dit dans le journal sur la violence des mineurs. Et voilà, de la vie générale, Laurent Cantet, c'était ça, un visionnaire, un cinéaste humaniste, social, qui aimait décrypter ce qui préoccupe les jeunes et montrer toutes les injustices et la violence du monde du travail. Voilà, une grande pensée pour sa famille et pour lui, bien évidemment. Merci beaucoup, Loïc, pour ce bel hommage. Merci. On va tout de suite retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Josiane. Bonjour Josiane. Allô. On dit allô alors pour dire bonjour? Ah, des fois oui, par chez nous oui. Mais pas ici, c'est vrai. Donc par chez toi, c'est au Canada, tu pourras pas nous le cacher bien longtemps. C'est ça, oups. Alors, tu es chanteuse, le public français t'a découvert en 2016 lors de ta participation à The Voice Kids. Oui. Tu as intégré l'équipe de Patrick Fury? Non, Jennifer. Jennifer. Oui. Et tu as été éliminée à l'épreuve des battles? Oui. Et depuis, tu as participé à The Voice au Canada? Oui, c'est ça. Et là, tu l'as remporté? Oui. Dans l'équipe de Cœur de Pirate. Donc, tout ce joli parcours t'a permis de signer dans une maison de disques. Tu as déjà sorti 2 singles. Tu te moques pas de mon anglais, hein? Non, non, j'adore, c'est très beau. Last in Line. Oui. Et Lose It All. Parfait. Merci. Il y a un premier EP qui est prévu, c'est dans les prochaines semaines? Pas encore, c'est encore en train de se faire jouer. Donc, on est en studio, on fait de la production. Donc, je sais pas quand Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Je peux vous dire que ça va être des chansons qui sont écrites par moi. Donc, c'est des textes qui parlent un peu des sujets qu'on aborde dans ma chanson Lose It All, dans ma chanson Last in Line. Donc, qui parlent de self-love, de girl power, de foncer dans la vie. C'est toutes des choses que j'ai vécues intérieurement tout au long de ma jeunesse. Puis, je suis pas... T'es encore dans la jeunesse. Oui! C'est pas fini encore. La suite, c'est quoi pour toi? La suite, c'est, j'espère, plusieurs retours à Paris, plusieurs spectacles cet été, j'espère. Puis c'est ça, on travaille en studio pour le moment. Tu as déjà des dates de concert de prévues? Pas encore. Pas encore? Non. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va faire un petit retour dans le passé. Bon, déjà, où est-ce que tu as grandi?
Donc, moi, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, au Canada. Donc, une petite ville qui s'appelle Dieppe. Dieppe? Oui. Mais il y en a une qui s'appelle comme ça aussi en Pareil France. comme Dieppe, France. En Normandie. Dieppe, l'autre bord de l'océan. C'était comment ton enfance là-bas? C'était super. Je pense que j'ai eu une enfance très belle, très... tu sais, j'ai eu la chance de vivre pleinement mon enfance, puis d'être plus en campagne. J'étais proche de l'eau, proche de la mer, donc j'ai vraiment eu une belle enfance. Que des bons souvenirs? Oui, vraiment. Est-ce que on peut dire alors que tu as eu une enfance heureuse? Oui. Oui. Tu avais des frères, des sœurs? Oui, un petit frère. Un petit frère. Maintenant, il est grand, il est plus grand que moi. Mais j'apprécie avoir eu la chance d'avoir eu un frère pour grandir à travers de toutes les petites expériences que j'ai vécues. Justement, vous aviez quel lien, tous les deux? Moi puis mon frère, on était vraiment chien et chat. On s'aimait pas. On se chicanait tout le temps. Mais quand ça allait bien, ça allait super bien. Quand ça allait mal, ça allait super mal. Puis là, maintenant qu'on est plus grand, ben, on est plus proches. Puis je pense qu'on va toujours rester proches. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Josiane, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment je détecte une image produite par une IA, par exemple, les gestes qui sauvent? Alors c'est hyper compliqué, justement l'idée... Super. Ben non, mais parce que si on renvoie qu'à l'utilisateur l'idée qu'on va détecter une image générée par intelligence artificielle, c'est assez compliqué. Donc on fait un petit jeu en prenant 4 photos de famille en train de manger des glaces et on dit est-ce que tu arrives à trouver? Bah franchement, Emmanuel, vous avez trouvé ou pas? Non, absolument pas. Moi je pense que c'est assez compliqué. Elles sont là, je les retrouve, c'est vers la fin, je me souviens. C'est assez compliqué à trouver. D'abord parce qu'au fond, ces images générées par intelligence artificielle, leur premier usage, c'est justement ces photos assez génériques qui elles-mêmes sont assez fake en fait, sont faites avec des mannequins, sont faits pour être à moindre coût, mondialisés, illustrer le bonheur. Mais du coup, ça nous dit, bah voilà, ces images-là, qu'est-ce qui est plus faux, généré par intelligence artificielle, fait avec des mannequins qui ne sont de toute façon pas une vraie famille. C'est poser ces questions du rapport à l'image d'illustration, l'image d'actualité, celle de reportage, celle qui est faite en base de données. De plus en plus de jeunes aussi, on le dit régulièrement ici aussi, de moins de 30 ans souhaitent créer leur entreprise, ce qui est radicalement quand même différent des générations précédentes qui voyaient un petit peu le CDI comme le Graal. Est-ce que vous voyez concrètement aussi que ces mentalités-là, elles ont changé? Peut-être que vous avez mesuré depuis toutes ces années le nombre d'élèves qui ont participé au cours d'Entreprendre pour apprendre et qui par la suite ont réellement, dans la vie réelle, créé leur entreprise. Alors, ça c'est assez varié parce que forcément il y en a qui... on travaille sur des programmes, on va dire 5e, 4e, 3e, mais aussi dans les lycées. On a aussi un focus, et en tout cas, on essaie d'adapter nos programmes le plus possible à des publics peut-être un petit peu plus sensibles ou vulnérables. Donc, on a dans les REP+, dans les lycées professionnels aussi. Donc, en fait, suivant dans quel lycée vous êtes, dans quel cursus, vous allez plus ou moins vous orienter, plus ou moins vite, on va dire, dans la création d'entreprises. Ouais. Donc, il y en a qui finissent leur scolarité, qui ensuite font des études supérieures. Il y en a qui, à partir de la 3e, se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a un petit peu tous les stades. Mais c'est vrai qu'on leur donne ce goût. Mais j'ai envie de dire qu'on lutte un peu aussi contre le décrochage scolaire. Parce que là, ils voient bien le lien entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font. Ce qui va leur être utile. Parce qu'ils arrivent tout de suite à pratiquer dans la création d'entreprises. Ce qui est souvent reproché d'ailleurs, au monde de l'éducation. Oui, souvent on dit c'est trop théorique. Donc là, ils apprennent, ils appliquent. Donc ça, c'est le premier point. Décrochage scolaire, normalement, il y en a beaucoup moins. On les aide aussi à comprendre un peu leur orientation. Voilà, parce qu'on a un gros sujet, c'est l'orientation des jeunes. Maintenant, on ne sait plus trop quel métier on peut faire. Trop d'infos tue l'info. Donc, il faut leur donner un petit peu des guidelines, enfin, en tout cas, des outils pour pouvoir bien s'orienter. Le meilleur outil, c'est de découvrir les métiers. Et c'est vrai qu'au cours de la mini-entreprise, forcément, ils découvrent les métiers. Voilà. Et puis après, c'est leur donner le goût d'être acteur, de se dire, j'arrive à faire quelque chose. Et en termes de projet collectif, c'est assez génial parce qu'ils travaillent en équipe. Alors, au début, ils arrivent, ils ne savent pas trop s'organiser. Puis petit à petit, à la fin, ils sont des vraies équipes. Ils pitchent, ils sont... il y en a même qui arrivent au début avec des sweats et des capuches. Et à la fin, ils arrivent avec presque une cravate et un costume, vous voyez. Donc, il y a un vrai avant-après les programmes EPA. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer quel est ce projet? Il est en plusieurs parties. Donc, ce qu'on veut faire, ce que notre lycée veut faire, c'est mettre en avant un camp d'internement. Enfin, c'est un peu de l'histoire locale, mais un camp d'internement à Mérignac, à l'ouest de Bordeaux. Ouais. Notre projet, c'est de le mettre en avant. De la Seconde Guerre mondiale, ouais. C'est ça, c'est de le mettre en avant avec 2 autres lycées.
Léonard de Vinci et Marcel Dassault. Et, donc c'est de le mettre en avant par plusieurs moyens. Premièrement, en 2021, il y a nos anciennes classes de notre lycée qui ont déjà commencé en posant une table d'orientation. C'est quoi une table d'orientation? Alors c'est simple, c'est une présentation du plan du camp de l'ancien camp, et une autre classe de notre lycée l'a tout simplement élevé en 3D. D'accord. Ensuite, grâce à Marcel Dassault, on a pu voir avec eux pour faire la stèle, pour effectuer la pose de stèle directement à Mérignac. Malgré le fait que ça ne soit pas directement sur le camp, on a fait un peu dans l'à peu près. Il y a l'idée que les logiciels qui produisent des images, comme DALL-E, comme Midjourney, mettent des filigranes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne puisse plus faire circuler des images qui ont été entièrement générées par une machine sans le dire. Oui, alors ça, on a discuté avec une mathématicienne, Tina Nikuka, qui a, elle, a développé tout un logiciel extrêmement performant pour détecter les montages à partir d'une photo sur des modifications, des altérations, tout le Photoshop en fait. Donc on fait de la pédagogie du logiciel, comment il marche, et il est utilisé notamment par les grandes agences comme l'AFP quand ils reçoivent des images pour essayer de détecter est-ce qu'il y a des modifications. Elle essaye de trouver des astuces mathématiques pour détecter l'intelligence artificielle, mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas des images, c'est pas des photos, c'est des dessins au fond. C'est-à-dire que c'est pas une captation de la lumière, l'image artificielle. C'est une écriture qui est créée de toutes pièces. Ouais. Et donc là, c'est une peinture hyper réaliste. Voilà, à nous de développer une autre façon de les détecter par des outils. Et en attendant, c'est vrai que on pourrait avoir une politique publique de dire, demandons à ces outils-là de générer un filigrane intégré à l'image qui permette de détecter est-ce que ça a été créé par Dali ou pas. C'est quand même un changement de degré aujourd'hui. La manipulation de l'image, elle est vieille comme la peinture ou vieille comme la photo. Et puis tous les régimes dictatoriaux ont manipulé des photos effaçant des personnages. Il y a des exemples très très célèbres, mais simplement aujourd'hui c'est à la portée de tous. C'est ça qui a changé quand même. Exactement, c'est à la portée de tous. Mais au fond, ce que nous dit aussi Grégoire Lemarchand de la cellule des fact-checkers de l'AFP, c'est que 80% des modifications de photos, des photos truquées qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est juste un changement de légende. C'est-à-dire, c'est de donner une autre date, un autre lieu, et d'utiliser une violence policière en Argentine pour faire croire que ça s'est passé hier à Vitry-Châtillon. Il y en a eu beaucoup, je crois, qui prend l'exemple au moment de la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, en France, ça a beaucoup circulé, où il y avait des images de violence policière tout à fait authentiques, simplement, elles n'avaient pas été prises à ce moment-là. Et donc, ça en faisait de fausses informations. Les élèves qui ont aussi besoin de trouver un stage cette année. Quand on est élève de 3e ou de seconde, ça relève parfois du parcours du combattant. Et cette année, pour la première fois, tous les élèves en classe générale de seconde et technologique vont devoir faire un stage du 17 au 28 juin prochain. La mini-entreprise, est-ce qu'elle peut être une sorte d'alternative au stage cette année? Eh bien oui, oui. Merveilleux. Il n'y a plus qu'à. Non, mais c'est vrai que le 17 juin, c'est demain matin. Oui. Et c'est vrai que c'est d'abord une très très bonne idée. Donc moi, je félicite le gouvernement d'y avoir pensé. Plus on fait de stages, et mieux c'est. D'ailleurs, on voit le succès des contrats d'apprentissage. On va passer la barre du 1 million. Donc plus on fait des stages en entreprise et plus on a ensuite le goût du travail, du métier. On découvre un petit peu tout ça. Et nous, on a des programmes longs, comme je le disais, effectivement sur toute l'année, mais on a des programmes plus courts qui peuvent se placer sur une semaine. Ça s'appelle la mini-entreprise M. D'accord. Il y a le S un jour, M une semaine et le L, c'est le programme long. Et sur cette semaine, on peut la tirer un peu pour en faire 2 semaines. Donc on est une vraie alternative au stage, puisque les stages de seconde vont être sur 2 semaines. On a fait des stages de 3e d'1 semaine, mais là c'est la seconde. Et on va mixer un peu de théorie ou pratique en classe pour développer peut-être une mini-entreprise. D'accord. Avec une semaine aussi en entreprise, avec la découverte des métiers, des échanges, des ateliers, des visites d'usines, etc. Et donc ça va permettre d'absorber un certain nombre de jeunes qui effectivement n'ont pas toutes les facilités à trouver ce stage. Oui, c'est souvent même l'enfer. Et d'ailleurs, le fait, on a reçu récemment la porte-parole et la fondatrice de Trouve ta voix, qui est une association qui permet aussi aux enfants qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau de trouver un stage. Et elle dit, mais en fait, c'est une très bonne chose d'avoir un stage obligatoire. Le seul truc, c'est que maintenant que c'est obligatoire et que tout le monde le fait la même semaine, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et ça demande un effort aussi de la part des entreprises. Vous, ce que vous faites, c'est que on les aide en fait. Vous les aidez. On les aide de 2 manières. Un, en parlant à
nos partenaires, parce que tous nos partenaires d'entreprise, que ce soit, on a Samsung, on a EDF, on a l'ONIS, enfin, on a la région Île-de-France aussi qui nous aide beaucoup, BPI, la Fondation Alpha Omega, enfin voilà, on a beaucoup de partenaires. Et ces partenaires-là, on les incite à prendre des stages, des jeunes de seconde, mais on a aussi la possibilité de les accompagner, parce que souvent, on peut se dire, on aimerait bien, mais on n'est pas outillé pour. Et donc, on va mettre la pédagogie et on les aide en disant, prenez-les, et nous, on va justement vous aider à accompagner ces jeunes, et vous ne serez pas seuls. Aurora, après 2-3 ans de recul, est-ce que vous avez pu identifier, grâce à ce prix Histolam notamment, des méthodes efficaces pour enseigner l'histoire? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas qu'en France, cela concerne bon nombre de pays. Oui, certainement il y a des méthodes qui passent beaucoup mieux que d'autres, mais je vais revenir surtout à quelque chose qu'ils ont mentionné les élèves eux-mêmes, c'est l'histoire locale et le sentiment d'appartenance que les élèves peuvent avoir quand on parle d'histoire. Si l'histoire est trop éloignée d'eux et que ça ne parle pas, ça n'a pas un lien vraiment avec leur réalité, avec leur environnement, c'est très difficile finalement de leur faire accepter qu'il faut apprendre par cœur des dates, des noms, etc. Même pour l'histoire ancienne. S'il y a un vrai lien, si on part de quelque chose de leur famille, de leur communauté, de leur ville, de leur environnement, ça passe beaucoup mieux parce qu'il y a un intérêt qui est éveillé à ce moment-là et qui leur permet de vouloir savoir plus, qui entraîne une curiosité chez l'élève qui ensuite évidemment peut être beaucoup plus intéressé que s'il devait apprendre quelque chose de manière automatique. Donc le fait de connecter l'histoire avec la réalité des élèves, c'est une des méthodes qu'on promeut et qui montre son succès. Ensuite, il y a des méthodes un peu plus modernes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprendre l'histoire à travers des jeux vidéo, à travers TikTok, à travers donc tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Là, c'est l'enseignant de nouveau qui a un rôle très important. C'est l'élève rechercheur, l'élève avec un esprit critique là, qui a un rôle très important parce que là, il faut vraiment faire aussi le tri de l'information, savoir où se servir avec l'information, comment la choisir et comment l'utiliser. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, à vous en particulier. Merci Loïc d'être toujours fidèle au Grand JT et nous apporter de si belles chroniques toujours. Merci aujourd'hui à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao, à demain.